Alors, les mesures d'urgence, premièrement, c'est sur la question de la dette. Comment se fait-il, c'est un article qu'on a fait avec Michel Rocard aussi en janvier qui appuie sur ce point-là, pourquoi est-ce que les banques peuvent se financer à moins 1%? Vous avez vu que la Banque Centrale Européenne a mis 1000 milliards sur la table pour les banques privées, en 2 fois 1020 milliards, le chiffre officiel, au taux de 1%. Or, comme l'inflation est à 2, ça veut dire que les banques se financent à perte. Donc, pour les banques, à cause de la crise, on peut trouver 1000 milliards, il n'y a aucun contrôle, on ne leur demande pas ce qu'elles vont en faire, il n'y a aucun souci, vous remplissez juste, vous dites combien vous voulez, on vous fait le chèque demain. Donc il n'y a aucun contrôle et on leur prête un taux négatif à cause de la crise. Mais à cause de la crise aussi, on demande à l'Espagne ou à l'Italie ou à la Grèce des taux qui les tuent. Est-ce que c'est normal? C'est juste choquant. Et même l'ancien ministre des Finances allemand a expliqué il y a quelques temps que si on voulait relancer des mouvements terroristes en Europe, il ne fallait pas s'y prendre autrement. Non mais ce deux poids, deux mesures est totalement scandaleux. À cause de la crise, les banques, c'est open bar, on trouve 1000 milliards, et personne ne dit que ça va relancer l'inflation. Personne n'a grogné quand la Banque Centrale Européenne a fait ça, c'est quand même massif. 1020 milliards à un taux négatif, sans aucun contrôle, personne n'a grogné. Personne n'a dit que ça allait relancer l'inflation ou pousser les banques à faire n'importe quoi. Quand je demandais l'autre jour, ça c'est off, mais à une députée socialiste, elle n'était pas choquée par ça, elle m'a dit les banques, on peut leur faire confiance. La preuve que tout va bien, c'est qu'elles ont eu besoin de 1000 milliards en urgence. Donc les banques, on peut leur faire confiance, alors que l'Espagne ou l'Italie, c'est que des méchants. Bon. Donc une de nos propositions, et on montre que c'est possible sans changer les traités, c'est de dire que, ok, la Banque centrale ne peut pas officiellement, mais depuis hier, on voit qu'elle peut sortir de cette vision des traités. Officiellement, la Banque centrale ne peut pas prêter directement à un pays, mais rien n'empêche la Banque centrale de prêter au taux de 1% à la Banque européenne d'investissement ou à la Caisse des dépôts, et que la Banque européenne d'investissement ou la Caisse des dépôts prête à 1,1 à la France, à l'Italie ou à l'Espagne. Et pour qu'Angela Merkel soit d'accord, on dit que ça concerne la vieille dette. On dit, ok, il faut arriver à l'équilibre des finances publiques, ok, il faut arrêter la fuite en avant, mais le 90% du problème, en Italie, la Grèce, l'Espagne, la France, empruntent de l'argent, c'est souvent pour rembourser des dettes qui ont été contractées il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est des dettes qui arrivent à échéance, et comme on ne peut pas rembourser, il faut re-emprunter de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On avait emprunté 10 milliards il y a 5 ans, sur une durée de 5 ans, donc maintenant il faut les rembourser, mais comme on n'a pas de sous, la veille, on réemprunte la même somme. Donc, autant il faut responsabiliser les pays effectivement sur arrêter la fuite en avant, mais sur la vieille dette, sur les dettes qui ont été contractées par le gouvernement il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça ne sert à rien d'imposer des taux monstrueux, ça ne responsabilise pas, ça tue les pays, ça les asphyxie. Donc ce qu'on propose, et c'est possible dès demain si on le veut, c'est que pour la vieille dette, qui est l'essentiel du problème, on puisse se financer à 1 ou 1,1%. Et c'est, hier, tu l'as dit Patrick, la Banque centrale a fait un premier pas, mais dans le détail de ce qu'elle propose, il faudra quand même que les pays, en gros, pour avoir droit à ce financement que la Banque centrale a proposé hier, que les pays fassent appel au Fonds européen de solidarité et acceptent en gros le contrôle du FMI et de la Troïka. Ce qui veut dire, voilà, on le voit en Grèce. Donc nous, ce qu'on propose, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un premier pas de la Banque centrale. La Banque centrale, il faut dire qu'Obama a pas mal poussé, vous avez peut-être vu que cet été, le bras droit d'Obama a traversé l'Atlantique pour venir voir le ministre allemand parce qu'ils ont vraiment peur que le système explose. Et il faut aller plus loin. La première proposition de Roosevelt montre sans changer les traités, et ça changerait tout pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Grèce, ça changerait tout pour leurs services publics, pour leur système d'éducation et de santé, et même pour la France ou l'Allemagne, ça nous ferait 10 milliards d'économies par an. C'est pas quand on cherche de l'argent pour l'éducation, pour les services publics ou pour le logement, c'est pas inutile. Deuxièmement, Olivier Berruyer est en train de... Olivier ne peut pas être là aujourd'hui, mais c'est aussi un des fondateurs de Roosevelt 2012. Il est en train de préparer une proposition de loi pour séparer pour de vrai les banques de dépôt et les banques d'affaires. C'était une des promesses de François Hollande. Il avait dit qu'au mois de juillet, il y aurait une loi pour séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. On est en septembre, la loi n'est pas encore votée, elle n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour, et tous ceux qui sont au courant de ce qui se prépare à Bercy sont un peu inquiets, pour être gentils, parce que ce qui circule pour le moment, c'est un texte vraiment à minima. Je rappelle le problème pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet. Les banques de dépôt, c'est là où vous et moi, on a notre salaire qui arrive, notre retraite, ou nos indemnités, c'est les banques normales. Et puis les banques d'affaires, c'est celles qui font des gros business, qui spéculent, c'est les dérivés de crédit, ce dont tu parlais tout à l'heure. Et pour le moment, dans tous nos pays, c'est les mêmes banques. Donc ça veut dire que quand les banques d'affaires font des bénéfices et font 10 milliards de bénéfices, c'est pour leurs actionnaires. Mais s'il y a un pet sur les marchés financiers et qu'elles font 10 milliards de pertes, elles vont venir voir le gouvernement en disant il faut que vous nous donniez 10 milliards, parce que sinon c'est l'épargne de monsieur et madame tout le monde qui va y passer. On ne va pas laisser BNP ou la Société Générale faire faillite.
Donc si on ne sépare pas ces deux activités, c'est tout bénéfice, c'est une assurance gratuite payée par les citoyens pour les actionnaires. Alors que pendant, c'est un des premiers trucs qu'a fait Roosevelt, c'était la Glass-Steagall Act, la loi qui sépare les banques de dépôt et les banques d'affaires. Les actionnaires ont gueulé pendant 2 mois en expliquant que ça allait tuer leur métier. Non, ça n'a pas tué leur métier, simplement ils ont fait plus attention. On a continué à avoir des banques d'affaires, mais c'était l'argent des actionnaires, du coup ils faisaient vraiment attention, ils prenaient moins de risques et ils versaient des salaires moins indécents. Mais pendant 40 ans, les banques d'affaires et les banques de dépôt ont été séparées. Et du coup, les banques de dépôt, si on sépare les deux, se tourneront vers les PME de leur région en disant on a de l'argent qu'il faut faire fructifier, on ne peut plus aller faire des trucs risqués sur les marchés financiers, donc on va se tourner vers les entreprises de la région, quels sont vos besoins, et on va refaire le boulot de financement de l'économie réelle. Troisième idée pour éviter l'effondrement, c'est créer pour de vrai une vraie taxe Tobin. Le projet qui a été adopté il y a quelques semaines ne concerne, je crois, que 49 entreprises en France. Il y a un site internet qui a regardé dans le détail, vous savez, enfin le diable se cache dans les détails. Officiellement, il a créé une taxe sur les transactions financières, mais ça ne concerne que les échanges d'actions pour 49 entreprises. Voilà. Ça n'est pas du tout à la hauteur. Le bon enjeu, c'est au niveau européen, de créer on y reviendra comment on peut faire plier les Anglais, on a des arguments là-dessus. Si on crée l'idée d'une taxe Tobin, c'est que de prendre, je pense que tout le monde connaît le principe, c'est qu'on prend par exemple 0,1% à chaque fois que quelqu'un achète une action ou une obligation, ça passe par l'informatique, c'est pas compliqué, on rajoute une ligne qui dit qu'il y a 0,1% qui va dans une caisse qui est gérée par le Parlement européen. Et moi, quand on achète du pain ou du Nutella, on paye la TVA, on trouve ça normal. Donc comment c'est-il que quand on achète du pain ou du beurre, on paye de la TVA, et quand on achète une action ou une obligation, il n'y a rien du tout. Donc si on avait créé une taxe Tobin déjà en 2008, et Merkel est d'accord, et Sarkozy officiellement était d'accord, en fait, il freinait, mais si on avait, il y a plusieurs scénarios, personne ne sait précisément combien ça rapporterait, mais ce serait entre 100 et 200 milliards par an. Donc si on l'avait créé en 2008, quand le consensus a commencé à se faire, quand Angela Merkel a dit qu'elle était d'accord, si on l'avait créé il y a 4 ans, on aurait déjà au minimum 400 milliards dans la cagnotte qui serait gérée par le Parlement européen. Donc le problème de la Grèce, le problème des banques espagnoles, il aurait été réglé en quelques semaines. Et ce n'est pas le peuple allemand ou le peuple français qui aurait dû payer, c'est les marchés financiers qui alimentent une cagnotte qui permet, quand il le faut, d'éteindre un incendie. Parce qu'en ce moment, on est en train de monter les peuples les uns contre les autres. Les Allemands disent qu'ils en ont marre de payer pour les Grecs. Les Grecs disent que les Allemands sont les... En Allemagne, les salaires ont baissé de 7% à cause de Hartz IV depuis 10 ans. En moyenne, les salaires réels ont baissé de 7%. Donc on comprend que les Allemands n'aient pas forcément envie de payer pour d'autres qu'ils ne connaissent pas bien. Donc si on continue comme ça, on est en train de monter les peuples les uns contre les autres. Alors que si on crée une taxe Tobin, si on le faisait pour de vrai, au lieu d'en parler, si on le fait pour de vrai, le Parlement européen, on verrait que l'Europe est utile pour les peuples, l'Europe donne de l'oxygène aux peuples, et c'est le Parlement européen qui gérerait, disant en grec, mettre en place une vraie fiscalité, un vrai cadastre, mais on vous aide évidemment. Une autre idée forte, et on va en reparler à François Hollande la semaine prochaine ou la semaine suivante, dès qu'on va le voir, c'est que là, on nous explique, Pierre Moscovici ou Vincent Payan, il y avait l'autre jour à la réunion collective la Ligue de l'enseignement qui sortait de chez Vincent Payan et qui était catastrophé parce que Vincent expliquait en gros que le budget qu'il pensait avoir en juillet, il n'aurait pas. Donc, ce qu'il voulait faire en matière d'éducation, ça allait être très compliqué. Et Vincent Payan disait avec Roosevelt et avec d'autres réseaux, aidez-nous pour pousser le ministère des Finances à avoir un peu plus d'imagination. Ça va être très concret. Hein. Dans 2 semaines, quand on va voir le budget sortir, on va avoir un choc. Les paradis fiscaux, le dernier rapport du Sénat dit que chaque année en France, c'est 40 milliards qui manquent dans le budget d'État. Ce n'est pas juste un problème philosophique, c'est pas juste un problème éthique, même si l'éthique et la philosophie c'est très important, c'est 40 milliards à peu près qui manquent chaque année dans le budget d'État. Là, on cherche 35 milliards pour boucler le budget l'année prochaine. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de boycotter complètement, dire qu'il n'y aura plus aucune commande publique. Les entreprises qui profitent de nos commandes publiques, de nos infrastructures, de notre éducation, de notre système de santé, mais qui ne payent pas d'impôts, parce qu'elles ont un centre à Monaco, elles ont un centre, et qu'avec les prix transferts, elles ne s'arrangent pas à payer d'impôts sur notre territoire, on dit qu'il n'y a plus aucune commande publique. C'est tout à fait clair. Un pays peut le faire sans attendre un accord du G20. Déjà, à la région Île-de-France, on a réussi à faire voter le fait qu'on ne travaillera plus avec les banques qui utilisent les paradis fiscaux. La première étape, c'est qu'elles nous déclarent toutes leurs filiales, toutes leurs sociétés mères. Donc, la deuxième étape, c'est qu'on ne travaillera plus avec aucune banque qui utilise les paradis fiscaux. On propose, nous, Roosevelt 2012, on propose de généraliser ce système et dire, c'est pas de la rigolade. Merde, quand il manque 40 milliards, le déficit des retraites, c'est 8 milliards. Là, à l'hôpital Saint-Antoine, on est en train de fermer le service de cancérologie et de pneumologie parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer les infirmières. Donc c'est très concret, ça touche la vie des gens. On est en guerre, on n'accepte plus les gens qui
profitent de la richesse de notre pays et qui ne payent pas d'impôts. Donc on boycotte, il n'y aura plus aucune commande publique pour les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux. On peut revenir aussi, comme vous expliquait pas de marge de manœuvre, c'est un rapport fait par un député du UMP, Carrez, le rapport Carrez qui était dans la une du journal Les Échos il y a le 5 juillet 2010, et qui montrait qu'en 10 ans, toutes les baisses d'impôts qu'on a faites depuis 10 ans, droite et gauche confondues, c'est des lois, donc ce n'est pas une fatalité, c'est des lois qui ont été votées, donc d'autres lois peuvent les changer. Au total, ça fait 100 milliards chaque année. Si on avait la même fiscalité qu'en 2000, peut-être qu'il ne faut pas tout annuler, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont utiles pour doper certains secteurs, pour doper... mais globalement, si le rapport Carrez, et les Échos avaient fait 3 pages là-dessus, dit que juste si on revenait à la fiscalité qui existait dans notre pays en 2000, on n'était pas dans un système soviétique où l'économie croulait sous les impôts, en 2000, l'économie marchait bien, et bien on aurait chaque année, 100 milliards de plus dans les caisses. Donc peut-être qu'il faut faire un toilettage, il y a globalement annulé un des trucs que Sarkozy avait fait, qui était la loi de départ, mais c'était bien de l'annuler, mais il n'y a pas que ça, il y a 100 milliards, donc il y a sans doute au moins 50 milliards qu'on peut retrouver. Une dernière proposition, je ne vais pas être trop long, mais soyez à l'aise, vous connaissez les arguments. Il y a une négociation qui commence au mois d'octobre sur l'avenir de l'Europe. Une des difficultés, c'est que personne n'en parle en France. On va s'engueuler sur le traité, ce qui est un vrai débat, mais le traité qu'on va nous demander d'adopter, là, pour ceux qui sont des parlementaires, c'est la dernière grosse rustine du système de l'Europe ancienne qui est en train de s'écrouler. Dans tous les autres pays d'Europe, ce dont on parle, c'est les prochains traités, les nouveaux traités. Parce que le 18 et 19 octobre, il y a une négociation qui commence. En Allemagne, dans le débat, c'est est-ce qu'il y aura un référendum, ce qui serait historique en Allemagne, est-ce qu'il y aura un référendum pour approuver les nouveaux traités? C'est là-dessus qu'est le débat. Et chez nous, on ne s'engueule que sur les vieux traités, et on ne prépare pas la négociation. Pour le moment, c'est juste Barroso et Van Rompuy. La négociation va partir à partir de la feuille de route préparée par Barroso et Van Rompuy. Si on compte sur Barroso et sur Van Rompuy pour inventer une nouvelle Europe, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, une des propositions de notre collectif, c'est de dire qu'on arrête le dumping fiscal. Voilà, d'après Eurostat, à chaque fois nos chiffres sont tout à fait officiels, hein, on ne peut pas les contester, le taux d'impôt moyen sur les bénéfices en Europe était à 37% en 95. Et puis, parce que l'Irlande était là, parce que l'Estonie est revenue et a dit qu'il fallait baisser le taux, tous les pays baissent l'impôt pour attirer les entreprises, et donc quand le voisin a baissé son impôt, si on ne veut pas que les entreprises aillent chez le voisin, nous aussi on baisse notre impôt. Donc globalement, le taux d'impôt sur les bénéfices est passé de 37 à 25%. Il n'y a jamais eu autant de bénéfices, et on n'a jamais eu autant baissé l'impôt. Et encore ça, c'est la valeur officielle, mais on sait que c'est un gruyère. En France, on a un taux officiel de 30%, mais ce qui arrive vraiment dans les caisses de l'État, ça n'est que 8% de l'excédent d'exploitation. Tellement il y a des trucs qui ne sont pas taxés. Et donc, vous voyez, globalement, est-ce qu'on vivait moins bien, est-ce que l'économie marchait moins bien quand le taux d'impôt était à 37%? Non. On ne peut pas dire que ça ait vraiment profité à l'économie ou au peuple, donc il n'y a aucune raison de continuer ce dumping. Quand Roosevelt est arrivé au pouvoir, là aussi, on peut s'inspirer de ce qui marche, et de ce qu'a fait Roosevelt et qui a marché pendant 50 ans, le problème était le même. Parce que quand Roosevelt arrive au pouvoir, c'était le Texas qui fixait l'impôt, c'était la Floride, et donc le Texas baissait son impôt pour attirer les entreprises, puis la Floride baissait son impôt, puis l'Arkansas baissait son impôt, et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Et quand la crise éclate, les caisses sont vides. Et Roosevelt explique un jour à la radio, il parlait souvent à la radio pour expliquer aux citoyens ce qu'il voulait faire, mes amis, on ne peut pas continuer comme ça, on va créer un impôt fédéral sur les bénéfices. Et qu'on soit en Floride ou au Texas, l'État, Washington, prend 40%. Il n'y a plus aucun dumping qui est possible, on prend 40% des bénéfices, c'est Washington qui prélève l'impôt, qui en garde une partie pour les projets fédéraux, et le reste est envoyé en Floride ou au Texas en fonction de leur population. Et du coup, ça reste toujours vrai. Ça, Reagan ne l'a pas cassé, il y a quelques niches fiscales, mais globalement, le taux d'impôt, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que le taux d'impôt aux États-Unis, le taux d'impôt sur les bénéfices est à 40% aujourd'hui, et qu'en Europe, il est à 25%. C'est un peu le monde à l'envers. On croyait que c'était eux les libéraux et nous les étatistes. Et en fait, donc, il faut créer un impôt européen sur les dividendes, c'est-à-dire les bénéfices qui ne sont pas réinvestis. Les bénéfices qui vont sur les marchés financiers. Ça ne se fait pas en 3 semaines, mais en 6 mois, on peut le négocier, et en 6 mois, on peut le mettre en place. Les systèmes fiscaux ne sont pas très différents. Et on pourrait créer un impôt européen, non pas sur les personnes, mais donc sur les bénéfices des dividendes, les bénéfices non réinvestis. Et si l'Europe, si le projet, si les politiques européennes, la politique agricole, le plan de diplomatie, les fonds structurels, s'ils étaient financés par un impôt européen, l'Allemagne, la France, la Pologne ne seraient plus obligés d'envoyer de l'argent chaque année à Bruxelles.
et donc on gagnerait 21 milliards. En ce moment, comme l'Europe n'a pas de ressources propres, c'est la France, l'Allemagne, la Pologne qui envoient de l'argent, on a évidemment des retours, hein, mais c'est 21 milliards. Si l'Europe taxait les bénéfices de façon normale, du coup des deux côtés de l'Atlantique, on aurait le même niveau de taxation, les 21 milliards qu'on met dans le pot européen, on pourrait les garder en France pour la politique du logement, pour l'éducation, pour la santé, pour tout ce qu'on veut. Là aussi, on verrait. C'est faisable. L'autre jour, j'en parlais avec les conseillers de Jean-Marc Ayrault qui m'a dit, mais je lui ai dit, tu sais, c'est déjà il y a 25 ans, Jacques Delors en parlait. Donc maintenant, tous les pays cherchent de l'argent, on est tous au bord du gouffre, c'est maintenant qu'il faut créer un impôt européen. Et la négociation commence en octobre, il faut que la France demande un impôt européen. Il m'a dit, tu sais, Pierre, si c'était possible, ça se ferait déjà. Je lui ai dit, excuse-moi. Je lui ai dit, excuse-moi, mais quand Margaret Thatcher est arrivée, Margaret Thatcher c'est I want my money back, I want my money back. Elle a cassé les pieds à tout le monde. Margaret Thatcher, elle n'a pas dit si c'était possible, ça se ferait déjà. Margaret Thatcher, elle est arrivée, elle a cassé les pieds à tout le monde jusqu'à avoir son chèque. Or, son chèque, c'était juste pour son pays. Et que nous, ce qu'on propose, ça va servir à tous les peuples. Mettre en place une vraie taxe Tobin, mettre en place un impôt européen sur les dividendes. L'ensemble des salariés allemands, l'ensemble des salariés polonais ou espagnols ou grecs seraient d'accord avec nous. Donc il ne faut pas partir du principe que ce n'est pas possible.